Bonjour, Sabine Valera, infirmière à Marseille. En effet, merci beaucoup à la SRLF pour l'invitation à venir vous parler de un an après, où on en est au niveau du Covid. Je suis très contente de participer à cette session qui ne manquera pas, je pense, de susciter votre intérêt, même si le Covid, on en a tous un peu plein les bottes. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et avant de se dire finalement, est-ce que c'est un SDRA comme les autres, j'ai pensé que c'était intéressant de revoir rapidement un petit peu le SDRA. Donc le SDRA, c'est une pathologie qui a été décrite depuis longtemps. Ce n'est pas une pathologie, justement, c'est un syndrome, pardon. Donc un ensemble de symptômes qui a été défini il y a longtemps maintenant, dans les années 70, mais dont la définition a été revue en 2012 par les experts, et on parle de la définition de Berlin. Cette définition, elle repose sur 4 piliers que vous avez à l'écran. Donc une insuffisance respiratoire aiguë d'apparition assez récente, des opacités bilatérales à la radio du thorax, une détresse respiratoire qui ne soit pas due à une défaillance cardiaque ou à une hypervolémie, et une hypoxémie avec comme critère le rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300 mm de mercure, comme vous le voyez. Le SDRA, cette définition de Berlin, ça a permis de le catégoriser et ainsi de pouvoir envisager non seulement de mener des études avec des tranches de patients qui se ressemblaient, mais en plus de mettre en place une stratégie de prise en charge thérapeutique. Vous le voyez, donc on définit 3 niveaux de SDRA, le léger, le modéré et le sévère. Et à ces trois définitions sont associées donc au niveau de PAFI. Vous voyez aussi que la mortalité reste quelque chose d'élevé. Les chiffres sont un peu anciens, mais on sait que quand même, de toute façon, c'est plus de 40% pour les SDRA les plus sévères. Au décours donc de la définition de Berlin est apparue une proposition d'organigramme de prise en charge thérapeutique. Donc vous avez en bleu tout ce qui est prouvé maintenant et donc qui a été acquis comme affaire. Donc vous voyez une ventilation à faible volume courant, une PEP qui est modérée pour les SDRA les moins graves et qu'on ne va pas hésiter à augmenter pour les plus graves. Et puis après, vous avez ce qui est encore un petit peu débattu parfois, comme par exemple les curares. Alors bon, moi je viens de Marseille, donc vous savez que chez nous, ce n'est pas débattu, c'est clair, on fait du curare. Le prone position, c'est le DV qui... bon, alors c'est le DV, donc, qui a bien fait ses preuves maintenant depuis l'étude de Lyon, Proceva, quelques années déjà, que donc on pratique tous le décubitus ventral sur des séances très longues, genre au moins 16 heures, et puis de façon répétée. Et enfin, pour une niche de patients, vous voyez que ça concerne quand même que les patients les plus graves, et pas en si grand nombre sûrement, les circulations extracorporelles avec l'échodosaire, mais plus encore l'ECMO. Alors, au niveau de la physiopathologie, je vais passer rapidement parce que sinon j'ai peur de ne pas être dans les temps. En tout cas, tout se joue au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Vous le savez, donc on a la paroi de l'alvéole, la paroi du capillaire, les échanges, les gaz diffusent au travers de ça. Et dans le SDRA, c'est ça qui se fait mal, c'est malade. Et donc le tissu conjonctif interalvéolaire est complètement modifié. Et vous voyez, j'aime bien cette diapo, on la voit beaucoup, bien sûr. Mais donc vous avez d'un côté l'alvéole qui est tout à fait dans son état fonctionnel normal, et puis sur la partie de droite l'alvéole malade, donc avec les lésions de l'endothélium capillaire et de l'épithélium alvéolaire. Et vous voyez que donc du coup il y a une augmentation de la perméabilité. Ces poumons-là, ils vont devenir comme plein d'eau, et puis c'est quelque chose qu'on voit bien aussi sur l'imagerie ensuite. Et puis on arrive à un dommage alvéolaire diffus. Le SDRA, donc, c'est un œdème pulmonaire lésionnel qui est dû à une atteinte de la structure de la membrane alvéolo-capillaire, secondaire à une réaction inflammatoire, dont l'origine peut être directe, pulmonaire purement, ou indirecte, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce sont ces patients qu'on rencontre dans nos services qui, parfois, sur les suites d'une pancréatite, par exemple, vont pouvoir développer un SDRA ou des choses comme ça. Au niveau de la physiopathologie, donc on se retrouve avec des poumons, je vous l'ai dit, qui sont gorgés et lourds. Donc finalement, la surface ventilatoire du poumon reste petite. On parle de baby lung, ça c'est une notion qui a été définie il y a bien longtemps déjà. Donc on a une réduction du volume pulmonaire. Vous le voyez sur la radio, une hétérogénéité des zones ventilées. Il y a un shunt intrapulmonaire parce que donc on a des alvéoles qui n'amènent pas d'oxygène parce qu'elles sont ou atélectasiées ou en non fonctionnelles. Et du coup, vous le voyez là sur le petit schéma, le sang qui passe autour de ces alvéoles-là ne va pas être oxygéné. Et vous voyez sur le schéma toujours qu'en sortie, on se retrouve avec un sang pauvrement oxygéné. Voilà. Diminution de la compliance pulmonaire aussi. On a la sensation d'un poumon qui est plus lourd, plus dur, et donc, bien sûr, la ventilation va être plus compliquée. Au niveau de la prise en charge, on est toujours sur le SDRA classique. Traitement étiologique qui est fondamental, on l'a dit, ce n'est pas une maladie, c'est l'expression de plusieurs choses, et donc il faut traiter l'étiologie. Et ça, c'est important à garder en mémoire quand on va voir justement la différence avec le Covid.
Et puis, les grands axes de la prise en charge symptomatique qui sont donc le fait d'assurer les échanges gazeux, et ça, c'est toute la place de la ventilation mécanique, qu'elle soit invasive ou pas. Limiter les lésions qui sont dues à la ventilation mécanique, et donc ça va être la ventilation protectrice, que je ne vais pas vous redéfinir. La diminution de la demande en oxygène avec la sédation et ou la curarisation, et puis baisser l'eau pulmonaire et modifier le rapport ventilation-perfusion. Les recommandations des experts en France ont été revues en 2019, et donc vous voyez là à nouveau l'escalier de la prise en charge thérapeutique, avec tout ce qu'on a déjà évoqué. Les différences, nous y voilà. Donc finalement, Covid-19, qu'est-ce que ça donne? Des SDRA, d'accord, est-ce que c'est les mêmes? Et est-ce qu'on va faire la même prise en charge? Moi, j'ai trouvé une dizaine de différences qui m'ont sauté aux yeux. La première, ça a été le risque de contamination. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière quand ça a commencé. C'est vrai que les SDRA, comme je l'ai dit, ça vient de plein de pathologies différentes. Donc en fonction du pathogène concerné, c'est vrai qu'on va mettre en place un isolement ou un autre. Là, franchement, on s'est trouvé à devoir tous, et on continue, se bâcher, etc. Donc il y a eu une espèce de peur ou de crainte, notamment est-ce qu'on allait avoir assez de pays, est-ce que tout ça, ça allait permettre de prendre en charge les patients correctement. Et donc ça a été quelque chose que j'ai trouvé qui était très prégnant. Et donc du coup, je pense que ça fait vraiment partie des particularités de la prise en charge de ce SDRA-là. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres sur lesquels on a, à part les maladies infectieuses très graves, bien sûr, et très contagieuses, mais c'est plutôt rare, quoi. La différence 2, c'est, là on la voit sur l'imagerie, donc vous voyez sur un SDRA, sur une Klebsielle par exemple, avec ces images, donc comme je vous les ai décrites, ce poumon alourdi et égorgé de liquide, donc avec forcément il est en décubitus dorsal, donc vous voyez les condensations que l'on voit très bien. Et alors que sur l'image du SDRA par Covid, vous voyez que les lésions elles sont beaucoup plus hétérogènes, beaucoup plus réparties, c'est pas du tout la même imagerie. Ça veut nous dire aussi que forcément ça va pas être la même prise en charge. Il a été défini 2 types de phénotype en fait de ces SDRA Covid. Et en fait, ça semble un peu compliqué, cette diapo, c'est un peu chargé, mais finalement, c'est très simple. C'est les patients que vous avez l'habitude de recevoir. Ils arrivent, ils sont aux lunettes, ils nous parlent, ils sont vachement sympas. Et finalement, au bout de 5 heures, on se retrouve à leur mettre 12 litres et puis à les intuber dans la foulée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est sur le phénotype L au début de la maladie. Et ça, on a appris à le gérer au fil de l'année, je pense, de l'année et demie maintenant même. Et en fait, c'est des stratégies qui vont être privilégiées. C'est le non-invasif, l'OHD, la CPAP, la PEP basse. Si jamais on intube, on va être sur un VT modéré. Mais en tout cas, c'est un poumon qui est catégorisé L comme low, pour dire qu'il a une petite élastance, mais une bonne compliance. Et puis, il n'est pas très lourd, contrairement à ce poumon chargé dont je vous ai déjà parlé. Il y a une répartition de la recrutabilité qui est basse aussi. Après, on tombe sur le phénotype H. Donc là, c'est le plus tardif. C'est ceux qu'on a gardés et qu'on garde encore longtemps dans nos services souvent, avec une compliance basse, un poumon qui, lui, est lourd comme un poumon de SDRA sévère classique, et puis un grand travail de recrutement à faire. Comme vous voyez sur les images, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le même patient, en fait. Et donc, c'est toute la finesse de cette prise en charge, ça va être de se dire comment on fait pour qu'un patient qui arrive et qui est L, on va tout faire pour qu'il ne devienne pas un H. Pour autant, ça ne marche pas à tous les coups, vous le savez. Comment ça se passe notamment? Est apparue la notion, vous connaissez sûrement les VILI, les lésions induites par la ventilation mécanique. Et là, on a fait entrer la notion de PSILI, c'est-à-dire que le patient lui-même, il est L, il est avec son petit oxygène au nez, là. Et puis, on augmente un peu l'odothérapie. Et puis, il se met à faire des grands efforts inspiratoires. Et donc, il augmente ses pressions transpulmonaires. Et finalement, il a des lésions pulmonaires qui sont provoquées par ces efforts. Et donc, il va passer dans le grade supérieur de son poumon est plus abîmé. Différence numéro 3, la ventilation spontanée. C'est vrai que souvent, quand même, les SDRA, quand ils arrivent dans le service, les plus sévères ou quoi, on intube. Et d'ailleurs, au début de l'épidémie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on intubait très précocement. Parce qu'on se disait, si on le laisse avec... on ne va pas lui mettre de l'OHD parce que ça va diffuser de partout et on va tous se retrouver malades. Et en fait, il a été prouvé, cette étude à l'époque, vous voyez, on était en 2020 encore, que finalement, même avec l'OHD, on aérosolisait pas plus la pièce qu'avec l'oxygène simple. Donc du coup, c'est devenu dans nos pratiques courantes, vous faites tous, je pense qu'on fait tous de l'OHD énormément, et ça nous a bien aidé à prendre notamment les patients L, notamment quand ils sont dans des services qui sont non réanimatoires. La ventilation spontanée, le DV vigile, ça aussi c'est quand même un truc tout nouveau. Et ça a montré que ça pouvait avoir des effets, notamment sur... alors, je crois que ça n'a pas montré de gros effets sur la mortalité, mais par contre, c'est vrai que sur le fait de pas être obligé d'en arriver à l'intubation, en tout cas pour les moins sévères.
Et donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Nous, on le pratique beaucoup dans l'unité, mais c'est vrai qu'il faut avoir une bonne tolérance du patient. Ce n'est pas toujours facile. Différence 4, complications thromboemboliques. Donc là, on a quelque chose qui est apparu. Je me rappelle au début, quand on était dans les staffs, on disait mais finalement, c'est une maladie pulmonaire, mais c'est aussi une maladie sanguine, enfin des vaisseaux, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que la coagulation est complètement différente. On a ces dédimères qui sont très augmentés. On a au niveau du fibrinogène aussi, tout est perturbé. Et en tout cas, cette étude menée à Strasbourg montre que sur les patients, et je pense que vous avez observé à peu près la même chose dans vos unités, eh bien, il y a eu 3 fois plus de risques thromboemboliques et puis 10 fois plus de risques d'embolie pulmonaire. Les traitements médicaux. Alors là, on a tout essayé, vous vous souvenez sûrement. Au fil de l'année, il y a eu plein de choses qui ont été testées. Il y a eu une grosse étude qui s'appelle Recovery qui a essayé de montrer l'effet de tel ou tel médicament. Au final, ce qui est sorti, c'est que finalement, les gens qu'on mettait sous corticoïdes en tout cas, ils s'en sortaient plutôt mieux. Alors du coup, ça a été l'attitude qu'on a prise à la suite de la première vague. Et donc, on s'est dit, on va mettre de la corticothérapie. Mais c'est vrai que ça faisait un peu stresser parce qu'on se dit... les corticoïdes, en général, on est un peu frileux sur le SDRA. En tout cas, c'était encore très discuté. Donc, il y a cette étude-là d'une équipe fort sympathique de Marseille, 151 patients qui analysent les données rétrospectivement des patients mis sous dexaméthasone. Et en fait, leur objectif principal, c'était de voir s'il y avait une incidence, donc si le fait d'avoir de la corticothérapie, ça allait augmenter ou pas les PAVM et puis les infections sanguines. En fait, ils n'ont trouvé aucune différence à ce niveau-là. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est que dans les objectifs secondaires, ce qui voulait être vu, c'était les ventilateurs free day, donc le nombre de jours sans ventilation, et la mortalité. Et bien là, dans le groupe qui recevait l'Adexa, en tout cas de la corticothérapie, c'était mieux au niveau de la mortalité et des ventilateurs free day. Donc forcément, c'est devenu un petit peu maintenant. L'Adexa, vous savez que quand les patients arrivent en général aux urgences ou en service, avant même de prendre autre chose, on les met sous dexaméthasone. Le décubitus ventral, ça c'est comme pour les patients les plus sévères, comme dans tous les SDRA sévères. Juste ce qui est intéressant, c'est alors qu'on a vu qu'au niveau des poumons, l'imagerie n'était pas du tout la même, et bien là vous voyez sur ce cliché-là qui a été fait, que finalement ça améliore quand même et la circulation et la ventilation. La durée de séjour. Différence numéro 7, SDRA classique, 9 à 11 jours. On rêve d'avoir des Covid qui sortent au bout de 11 jours. Vous êtes tous concernés, on les a très très longtemps, ces patients. Une DMS moyenne à 17 voire 21 jours. C'est quelque chose qui est long, la prise en charge de ces pathologies. L'évolution est lente et la guérison pulmonaire aussi. Différence numéro 8, les proches. Alors, on en était tous, je pense, jusqu'au dernier congrès à dire il faut ouvrir les réa, on ouvre tous en 24-24, c'est ça la dynamique. Et bien là, on a tout refermé. Donc, c'est bien parce que maintenant qu'on est 1 an après, je pense que tout le monde travaille sur la réouverture, au moins partielle, et l'accès des familles. Mais c'est vrai que sur ces pathologies, avec des gens qui ont été réveillés des longs moments, ne pas avoir les familles comme support, et pour les soignants, mais encore plus pour le patient, je pense que ça a été vraiment, vraiment une différence importante. Et ça, dans nos quotidiens, je pense que ça a un impact. Maintenant, nous, je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire mon unité, on est un peu frileux à l'idée de les revoir investir la réa à fond. Mais moi, je n'ai aucun doute sur le fait que tous ces patients qui ont un sevrage long, ça va être vraiment du bonheur de retrouver les familles pour leur tenir la main pendant qu'on est sur les autres patients. Et puis la fin de vie, beaucoup de morts, le Covid quand même. Plus de 110 000 décès en France, plus de 83 000 à l'hôpital. Décédés en réanimation avec le Covid, c'était quand même être seul. Donc on a tous joué l'aménagement de nos horaires, de l'accessibilité des familles, justement. Mais je pense que ça fait partie des différences importantes de nos prises en charge. La médiatisation, je ne vous en parle pas. Si, d'ailleurs, je vais vous en parler rapidement. Mais c'est sûr que moi, je ne sais pas, même ma grand-mère, elle sait ce que c'est le SDRA, quoi. Tout le monde autour de la table peut parler du décubitus ventral. Enfin, c'est assez perturbant quand même. Et donc, forcément, il y a eu du teasing, il y a eu de l'hypermédiatisation, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Et d'ailleurs, il va y avoir des topos très intéressants que je vous conseille demain après-midi là, sur l'éthique de la communication. Et c'est assez intéressant à aller écouter. En conclusion, finalement, est-ce que c'est un SDRA comme les autres ? Pas vraiment, pour toutes les raisons que je viens de vous exposer. La prise en charge de ces patients-là, ça passe par une optimisation de l'oxygénation vigile. Le but, c'est vraiment de les intuber vraiment le plus tardivement possible, tout en faisant en sorte qu'ils ne s'abîment pas trop le poumon. Il y a bien ces 2 phénotypes qu'il est bon de détecter et d'analyser, pour offrir des prises en charge qui soient adaptées.
Et puis, ben oui, si quand même, on a trouvé des comorbidités qui pouvaient faire évoluer vers le phénotype H plus rapidement. C'est vrai que l'obésité et le grand âge ont été quand même des facteurs favorisants pour ces dégradations. N'oublions pas de replacer le patient et ses proches au centre du soin, d'adapter l'isolement physique avec les moyens novateurs. On a créé des moyens de communication avec les tablettes, les échanges WhatsApp, etc. avec les familles. Faire revenir les proches, ne pas les oublier. Penser à la longue hospitalisation qui risque de se mettre en place. La réhab, qui va être longue aussi. On commence tous à voir nos patients en post-réa, en consulte, et on voit bien qu'il reste beaucoup de choses à travailler encore. Et puis le PTSD, si tous les patients et tous les proches une bonne partie en sont atteints, on va dire, eh bien, vous imaginez pour ces patients-là avec l'isolement qui a été le leur. Voilà, merci, je suis presque dans les temps.